Bonjour à tous, c'était la boda real ce matin en Espagne, le mariage royal entre l'infante Cristina, la fille cadette du roi Juan Carlos, et Iñaki Urdangarin, joueur de handball professionnel. La cérémonie religieuse s'est déroulée dans la cathédrale de Barcelone. Nous y reviendrons évidemment dans cette édition. 1,250 milliard, c'est la rallonge que le gouvernement a décidé d'allouer au budget des soins de santé. Un accord en ce sens a été conclu hier lors du conclave gouvernemental. Après les Bruxellois, ce sont aujourd'hui les socialistes wallons qui sont en congrès et officiellement la question des relations entre Wallonie et Bruxelles n'est pas à l'ordre du jour. Enfin, c'est aujourd'hui encore la 15e édition de l'opération Train-Tram-Bus, une opération qui permet au public d'utiliser les réseaux de transport en commun avec un seul titre de transport. Voilà, nous nous retrouvons pour développer ces titres après la météo de Caroline Dossogne. Bonjour, un ciel plutôt nuageux pour ce samedi avec tout de même quelques rayons de soleil. Alors nous sommes toujours sous la protection d'une barrière anticyclonique qui se décale vers le sud-est avec des perturbations qui glissent le long de son flanc nord. Toutes ces zones de mauvais temps sont associées à des dépressions qui sévissent de l'Islande à la Russie. Et puis bien sûr, notre pays reçoit quelques débordements nuageux. Alors cet après-midi, les champs nuageux seront nombreux, sauf en Gaume où là il y aura de larges embellies. Et puis au fil des heures, le soleil sera également plus généreux en Basse-Belgique, le tout avec des maximales qui seront compris entre 14 et 20 degrés. Cette nuit, les éclaircies alterneront avec les champs nuageux un peu plus fréquents dans le nord et le nord-est du pays. Et puis bien sûr, au petit matin, il y aura formation de quelques voiles de brume avec des minima qui seront compris entre 6 et 13 degrés. Alors pour demain, le temps sera semblable à celui d'aujourd'hui avec des périodes de soleil le matin, en Gaume, dans le centre et l'est du pays. Et puis ensuite, il y aura augmentation de la nébulosité et enfin le retour de nouvelles éclaircies en Basse-Belgique. Le tout avec des maxima qui varieront entre 15 et 20 degrés. Alors ce samedi, le temps sera perturbé sur tout le nord du continent européen avec une nébulosité abondante, de la pluie et un vent soutenu. Le centre, lui, profitera d'un temps plus agréable avec de larges embellies de la Bretagne à la mer Noire. Et puis quelques averses arroseront le sud de la péninsule ibérique, averses accompagnées parfois d'un petit coup de tonnerre. Alors côté température, le mercure affichera aujourd'hui 27 à Madrid, 25 à Rome, 17 à Berne, 16 à Dublin, 10 à Oslo et 5 seulement à Moscou. Voici à présent les éphémérides. Nous sommes le 4 octobre. Bonne fête à tous les François. Le soleil se couchera à 19h14 et la lune à 20h43. Quant à la mer, elle est belle avec des petites vagues de 25 à 50 cm de haut et un vent de 3 Beaufort du secteur ouest. Voilà, je vous laisse en compagnie de Thierry Deboc pour le journal. Passez un excellent après-midi. À ce soir. C'était la météo avec Erta. Ne passons pas à côté des choses simples. Knacky Erta. Vos cheveux paraissent-ils tellement naturels avec une laque ? Imaginez une fixation parfaite et des cheveux sains au toucher. Fini la sensation collante et terne. Voici le nouveau spray Pantene Flexible avec élastèse. Un composant unique pour une fixation parfaite et souple. Contrairement à certaines laques qui peuvent paraître collantes, Pantene Flexible fixe votre coiffure tout en souplesse. Essayez le nouveau Pantene Flexible avec élastèse. Sentez vos cheveux, pas votre laque. Ce réfrigérateur Electrolux est équipé d'une alarme. C'est une chance pour vos aliments, et pas seulement pour eux. Maintenant, c'est à vous de choisir. La nouvelle laque Pantene Flexible ou Pantene Fixant. Quel que soit votre style, Pantene est le bon choix.
Christina et Inaki se sont dit oui. La fille cadette de Juan Carlos vient d'épouser un sportif basque, mais quelque part un petit peu de chez nous, puisque sa mère est belge. Conclave gouvernemental apparemment plus rapide que prévu, plusieurs points ont fait l'objet d'un accord, dont le budget des soins de santé. Bonjour à tous, Barcelone était donc sur son 31 ce matin pour le mariage de l'infante Cristina, la fille cadette du roi Juan Carlos. La cérémonie religieuse s'est déroulée ce matin dans la grande cathédrale de Barcelone en présence d'une grande partie de l'aristocratie internationale. Nous allons revenir dans quelques instants sur cette cérémonie religieuse, mais tout d'abord, nous allons nous rendre en direct à Barcelone où le cortège a maintenant changé d'église. Le cortège est allé à la basilique de Mercè, où la jeune mariée, selon la coutume, a remis son bouquet de fleurs nuptiales à la sainte patronne de Barcelone. Devant la basilique, à l'extérieur donc de cette basilique de Mercè, sont organisées des sardanes, les danses traditionnelles catalanes. Elles étaient organisées à l'arrivée du couple. Voilà pour ce direct, nous allons à présent revenir sur cette cérémonie religieuse. Le reportage est de Philippe Antoine. Sous un ciel radieux, c'est vers 10h45 que l'infante d'Espagne, accompagnée de son père, le roi Juan Carlos, a quitté le palais d'Albéniz dans une Rolls-Royce noire, escortée par des motards de la garde royale, pour se diriger vers la cathédrale de Barcelone, située dans le vieux quartier de la ville. Les quelques 1500 invités à la cérémonie, dont une quarantaine de familles royales venues du monde entier, ont pour leur part rejoint la cathédrale à partir de 9h du matin, tandis que Iñaki Urdangarin est arrivé en compagnie de sa mère belge à 10h30, sous les ovations de la nombreuse foule réunie aux alentours de l'église. Après un trajet de 6 km à travers le centre de Barcelone, l'infante d'Espagne, vêtue d'une robe blanc cassé en soie avec une traîne de 3 mètres d'une extrême simplicité et coiffée d'un voile de dentelle blanche tenu par un diadème, a rejoint son futur époux quelques minutes avant 11h. Elle est entrée dans l'église au bras de son père en uniforme de gala de commandant de l'armée de terre paré du collier de la Toison d'Or. La cérémonie a débuté par des extraits de la messe du couronnement de Mozart et par le Gloria de Vivaldi, chanté par l'orchestre symphonique de Barcelone. Après les lectures d'évangiles, les futurs époux ont échangé leurs promesses et leurs alliances. Peu avant, dans son homélie, le cardinal archevêque de Barcelone, Monseigneur Ricard Maria Carles, avait invité Cristina et Iñaki à ne pas perdre la simplicité dont ils ont toujours fait preuve. Rappelant les récentes obsèques de Mère Teresa de Calcutta, il a demandé au couple de défendre les pauvres. La célébration du mariage s'est achevée à 12h20 aux accents de l'Alléluia de Handel. Sur le perron de la cathédrale, le couple a salué la foule des Barcelonais avant de prendre place dans une autre Rolls-Royce, une décapotable cette fois, pour la suite de la cérémonie qui se déroule toujours en ce moment. Chez nous, les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont réunis hier toute la journée et ils sont manifestement parvenus à un accord sur les points les plus importants. Parmi ceux-ci, la réforme des polices, la justice, l'emploi et le budget des soins de santé. Les explications de Joanne Montet. Les principaux ministres du gouvernement se sont penchés au chevet de la Sécu. Et au terme de leurs examens hier soir, ils ont dressé une nouvelle radiographie budgétaire, plus généreuse que la précédente. La semaine passée, les mutuelles avaient dit niet au chiffre de 452 milliards pour les soins de santé en 98. Le gouvernement a revu sa copie, il propose une augmentation d'1 milliard pour les malades chroniques descendus dans la rue dimanche dernier et en plus 1,250 milliard de rallonge pour permettre un nouvel accord médico-mutualiste. De quoi garantir peut-être à nouveau la sécurité des honoraires. Le chiffre de 452 milliards est insuffisant et reste insuffisant. Et que ce soit 452 ou 454, les débats seront difficiles. Mais il faut reconnaître que pour les honoraires médicaux, en particulier, les 144 milliards ou 145 milliards qui étaient proposés étaient aussi totalement insuffisants. Et donc la rallonge est plus que bienvenue. Le patient pourrait donc retrouver une sécurité en ce qui concerne ses honoraires, une garantie de stabilité? Ah, c'est mon intention en tout cas, oui, bien sûr. Une condition notamment à cette rallonge budgétaire, l'accord entre médecins et mutuelles devrait diminuer la part à charge du patient lorsqu'il reste fidèle au même généraliste.
Deuxième dossier important qui occupe le gouvernement, l'emploi. Il sera à nouveau sur la table demain. On parle d'accorder 10 milliards de francs par an pour abaisser les cotisations patronales, et ce, dès la moitié de l'année prochaine, avec 5 milliards pour commencer. Enfin, le gouvernement compte allonger le délai pour les entreprises candidates au passage à 32 heures semaine. Elles ne sont que 3 à avoir répondu à l'appel. Les candidatures resteront ouvertes jusqu'en avril au lieu de décembre. Lors du congrès de la Fédération bruxelloise du PS hier, Philippe Busquin a une nouvelle fois manifesté son soutien à Charles Piquet et il n'a pas manqué de rappeler l'indispensable solidarité entre Wallons et Bruxellois. Aujourd'hui, ce sont les socialistes wallons qui sont en congrès à Gembloux et officiellement, la question des relations entre Wallonie et Bruxelles n'est pas à l'ordre du jour. Le reportage de Pascal Bollekens. Ils sont donc les derniers à en organiser un. Après les libéraux et les socio-chrétiens, les socialistes, à leur tour, tiennent leur congrès wallon dans une ferme des facultés de Gembloux. Nous sommes ici dans un bâtiment qui inspire, bien entendu, le passé wallon et sa rénovation, mais aussi l'agrobiopole wallon, c'est-à-dire la volonté d'aller vers le monde et de se développer. Vous allez parler uniquement de la Wallonie, on ne va pas aborder les relations Wallonie-Bruxelles. Nous sommes en Wallonie et nous voulons créer un projet wallon, une dynamique wallonne. Et les relations Wallonie-Bruxelles? Mais elles sont bonnes, madame. Oubliez donc les bisbrouilles Wallonie-Bruxelles, en tout cas comme un symbole, des Bruxellois sont là aussi. Nous sommes parfaitement respectueux de l'identité wallonne, mais nous croyons aussi qu'il est nécessaire, entre francophones, d'établir une forte solidarité. Et je crois que c'est entre ces deux réalités qu'il faut continuer à travailler et à coudre quelque chose de solide pour l'avenir. Ambiance à l'optimisme, même l'état des lieux n'est pas si noir que ça, comme le disent les autres. Pour le PS, il faut cesser de pleurer sur son sort, un message reçu 5 sur 5 par les militants. Maintenant, ce sera vraiment un départ vers un renouveau des idées en ce qui concerne le Parti socialiste, et notamment la démarche qu'on tend vers les Wallons pour leur faire sortir du marasme. Je suis très optimiste de toute manière, et je crois qu'il faut faire confiance à notre président, et voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, tous les présidents de partis wallons ont bien mouillé leur maillot pour parler de l'avenir de la Wallonie. Un avenir qui passe entre autres par la nouvelle déclaration de politique régionale qui devrait régir toutes les décisions pour les 2 dernières années de la législature. Et c'est dans différents ateliers que les militants réfléchissaient donc ce matin aux priorités que le PS veut inscrire dans ce texte. La résolution sera votée en fin d'après-midi. Comme chaque année à pareille époque, les journées Train-Tram-Bus connaissent un joli succès de foule. Cette année, météo clémente aidant, plus de 25 000 personnes avaient en effet déjà réservé leurs billets combinés avant le week-end. Pour la SNCB et ses partenaires, ce bon démarrage augure de nouveaux records d'affluence. On faisait en tout cas la file au guichet de nombreuses gares du pays. Rappelons que cette opération permet au public d'utiliser les réseaux de transport en commun partout en Belgique avec un seul titre de transport. Et profitant des conditions financières avantageuses offertes au grand public, une association d'handicapés physiques de la région de Charleroi a décidé de se rendre à la Grand Place de Bruxelles. Elle s'est pourtant rapidement retrouvée confrontée à quelques obstacles. Yves-Étienne Massard. Pour André Berger et son maître 19, la journée Train-Tram-Bus a bien failli s'arrêter là où elle devait commencer, à la gare de Charleroi. Malgré la bonne volonté de l'employé, technologie aidant, le billet est resté inaccessible. C'est pas le train. Non. C'est pas le train. Je ne sais pas aller dans un guichet de banque, je ne sais pas reprendre l'argent au distributeur automatique avec une carte. Je dois toujours entrer dans la banque et aller demander mon argent au guichet. On m'aide si je le demande, mais je n'aime pas beaucoup de demander. Je suis fort indépendante. Pour les 8 autres personnes handicapées de l'association, le voyage a cette fois failli se terminer quelques mètres plus loin. En tant que citoyen, si j'ai envie de me rendre à la mer, voilà. Vous êtes bloqué sur le premier quai à la gare. Le premier quai, voilà, terminé. Le voyage s'arrête là. Le changement de voie n'a pas réglé tous les problèmes. Si des facilités d'accès existent et sont bien disponibles, elles ne s'adaptent pas à toutes les portes extérieures, alors que les portes intérieures, elles, ne laissent pas passer les voiturettes. Pas sûr du tout qu'une personne seule obtienne les mêmes facilités, des facilités qui, dans ce cas-ci, ont bloqué le train à quai un quart d'heure. Pas 10 fois par jour, hein.
Au chapitre judiciaire, à propos de l'affaire Beaulieu, plusieurs journaux faisaient état ce matin des aveux de Martine de Clercq, qui, comme son mari, est emprisonnée depuis une quinzaine de jours. Martine de Clercq aurait parlé d'une caisse noire dont le montant varie entre 300 millions et 3 milliards de francs. Selon le journal flamand de Morgen, le montant total de l'argent détourné à travers le groupe textile Beaulieu atteindrait les 40 milliards de francs. À l'étranger, on apprend de sources sûres qu'un premier contingent de 300 militaires du Congo-Kinshasa a traversé le fleuve dans le plus grand secret et pris position à Brazzaville, dans les quartiers occupés par les troupes du président Lissouba. À propos du Congo toujours, on en est aux avatars de la commission d'enquête de l'ONU sur les massacres qui auraient été commis par les troupes de Kabila. Le chef de cette commission, le Togolais, Kofi Amega, rappelé à New York par le secrétaire général des Nations Unies, a fait escale ce matin à Bruxelles venant de Kinshasa où notre envoyé spécial Philippe Lamer l'avait rencontré. Depuis 5 semaines, de sa chambre d'hôtel, Kofi Amega, le chef de la mission d'enquête de l'ONU sur les présumés massacres dans l'ex-Zaïre, contemple la même vue de Kinshasa. En effet, un différend avec les autorités congolaises oblige la délégation à rester dans la capitale. Nous faisons un travail de conceptualisation, d'étude des dossiers, parce que nous en avons énormément de dossiers, c'est-à-dire des informations qui nous viennent de toutes parts et qui continuent d'arriver de toutes parts. Et nous étudions les dossiers catégorie par catégorie, site par site, et nous travaillons, n'est-ce pas, en équipe. Et dans notre équipe, il y a des sous-équipes, l'équipe des forensiques, c'est-à-dire des anthropologues, et l'équipe des médecins légistes, et l'équipe des observateurs des droits de l'homme, c'est-à-dire ceux qui vont sur le terrain, les enquêteurs, et l'équipe d'autres équipes, des logisticiens. Et nous travaillons avec eux parce qu'il faudrait conceptualiser, c'est-à-dire étudier les dossiers avant d'aller sur le terrain. Donc nous ne chômons pas, mais seulement nous sommes frustrés, très tristes, de n'être pas sur le terrain immédiatement, comme nous l'aurions voulu faire. Quelques heures après cet entretien, Kofi Amega a été rappelé avec les 2 autres responsables de la commission à New York. Je suis éprouvé. Pas déçu parce que j'espère qu'il y aura quand même une solution. Parce que nous avons hâte et nous avons soif d'aller sur le terrain, de vivre la vérité et d'exécuter notre mandat. Mais ici, pour beaucoup d'observateurs, on se dit que cette consultation au siège des Nations Unies pourrait déboucher soit sur un nouveau mandat, soit même sur la fin de la mission. Et lorsque l'on sait les blocages qui existent au niveau du gouvernement congolais vis-à-vis de cette mission d'enquête, on se dit que cette dernière hypothèse est la plus plausible. Alors, est-ce que ce serait une victoire pour les autorités de la République démocratique du Congo? À court terme, sans doute oui, mais à long terme, les autorités risquent de perdre beaucoup de leur crédibilité sur la scène internationale. Et puis de nouveaux massacres en Algérie. On a appris qu'un groupe armé avait lancé hier soir une attaque à la roquette contre la ville de Blida. Une attaque qui a fait au moins 4 morts et de nombreux blessés. Selon la presse algérienne, cette opération s'ajoute à une nouvelle série de massacres qui aurait fait au moins 89 morts depuis jeudi au sud d'Alger et dans la région d'Oran à l'ouest du pays. Il y a 40 ans, jour pour jour, l'Union soviétique lançait dans l'espace le tout premier satellite artificiel. Spoutnik allait révolutionner alors l'histoire des techniques, ouvrir la porte à la conquête spatiale et surtout permettre aux Russes de prendre plusieurs longueurs d'avance sur les États-Unis. Durant 3 semaines, cette petite boule d'argent de 84 kilos avait alors envoyé, grâce à ses antennes, des signaux qui étaient reçus sur Terre toutes les 96 minutes. Le bip-bip permettait de savoir quand le satellite invisible passait au-dessus de la base de Baïkonour et de calculer ainsi sa vitesse de rotation. Dans les plantations fruitières, les cueilleurs s'activent. Cette année, malgré les gelées printanières, les pommes sont pourtant d'excellente qualité. Marc Mélon a pu s'en rendre compte sur place dans un verger de SB. En SB, depuis la mi-septembre, la cueillette des fruits bat son plein. Dans cette plantation située à Berlot, entre Warem et Anu, une vingtaine de personnes récoltent les pommes Genagold. Les rendements sont très faibles. Nous avons subi des gelées printanières, donc les gelées de fin avril, début mai, qui ont fait en sorte que toute la récolte européenne a été réellement fort touchée et fort limitée par ce phénomène. La qualité, elle, par contre, est tout à fait exceptionnelle. Nous avons des fruits qui vraiment profitent de cette arrière-saison, temps très chaud, temps très sec. Vraiment, le teneur en sucre de nos fruits est assez exceptionnel.
La cueillette s'écoule sur un mois. Toutes les pommes ne sont pas mûres au même moment. La Jonagole se cueille en multiples passages. Donc nous cueillons pendant 2-3 jours, puis il y a un arrêt, puis on recueille. Le consommateur veut un fruit qui a du goût, veut un fruit qui a un bel aspect, et l'aspect et le goût sont bien souvent déterminés par la couleur rouge du fruit. Les fruits écoulés sont entreposés dans des frigos avant d'être vendus sur les marchés belges et étrangers. Les arboriculteurs wallons doivent faire face de plus en plus à une concurrence sévère. La Fédération belge francophone des fermes d'animation fête ce dimanche ses 10 ans. Cette fédération regroupe 13 fermes éducatives en communauté française, mais elle fait aussi partie d'un réseau plus large au niveau européen. André Van de Steen s'est rendu dans l'une de ces fermes pour enfants à Vieux-Genappe, en Brabant wallon, la ferme du Petit Forier. Traire Marguerite, ce n'est pas une mince affaire. Tous les enfants des écoles primaires de Woluwe et Saint-Lambert s'y sont essayés au moins une fois lors de leur séjour en classe verte à la ferme du Petit Forier. Ça va leur permettre de savoir d'où viennent les choses, de savoir qu'en fait notre survie repose quand même sur le sol, les plantes qui poussent dessus, sur l'herbe que va manger la vache, qui elle-même va nous donner du lait et des produits laitiers. Tout cela, ils n'en ont pas du tout idée, quoi. Pour eux, le lait, ça sort de la boîte. Enfin, c'est un peu un lieu commun, ce que je dis, mais c'est la réalité, malheureusement. On a occupé les animaux, on les a nourris, on a appris beaucoup de noms de légumes que je ne savais pas et on a été voir dans le potager. Et on a cueilli des haricots et on a fait de la soupe. Et la soupe qu'on mange au Petit Forier, ce n'est évidemment pas de la soupe en boîte. Tout d'abord, on apprend à récolter les légumes du potager, puis on les épluche. On va faire de la soupe pour ce midi, au petit rond, la soupe au petit rond. On épluche les oignons, et ça fait pleurer. En tout cas, les soupes qu'on fait, c'est très bon. On va faire des transformations de produits, donc du lait au fromage, au beurre, de la betterave au sucre, des potages, parce qu'il y a aussi tout un volet d'éducation nutritionnelle. Il est très important aussi de travailler en collaboration avec des agriculteurs, de manière à donner une vision, je dirais, complète de ce que c'est la terre, l'élevage et l'agriculture d'aujourd'hui. Si les fermes d'animation vous intéressent, rendez-vous ce dimanche après-midi à la ferme du Petit Forier à Vieux-Genappe. Et puis demain, toujours un peu partout en Wallonie, près de 130 entreprises de tous les secteurs ouvriront exceptionnellement leurs portes au public. Du brassage de la bière aux coulisses des imprimeries, les technologies se dévoilent. Luc Herman a visité pour nous une PME de Soigny spécialisée dans l'injection de matières plastiques destinées tant à l'usage domestique qu'à la construction automobile. C'est une petite entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces en plastique injectées, technologie avancée. Resista, c'est le nom de l'entreprise, est porté à bout de bras par Henri, le père fondateur, à gauche, Michel, le fils, ingénieur maison, à droite, et la maman, Gabi, gardienne attentive de l'austérité budgétaire. Implantée à Soigny, Resista fait un chiffre de 50 millions par an. Sa production est particulièrement diversifiée. Des balais d'essuie-vitres pour Audi, des crosses de mitraillettes pour la FN, des systèmes d'étagères pour la maison, des petits bacs à outils, des gadgets aussi, comme cet appendice pour assiette à cocktail, pratique, solide. Né en 1966, Resista occupe 7 personnes et produit 25 tonnes de matières transformées par mois, dont 6 tonnes issues de plastique recyclé. Ça marche bien, le patron est heureux et garde les 2 pieds sur terre. Malgré tout, nous travaillons dans une conjoncture qui n'est pas toujours très favorable, où la compétitivité est toujours battue en brèche par des importations de droite et de gauche. Mais malgré tout, j'ai bien l'impression qu'en ayant pris la direction que nous avons prise, c'est-à-dire aller de A jusqu'à Z, essayer d'imaginer des produits que les autres ne font pas, se donner quand même le temps de les faire, et puis les présenter sur le marché, je crois que nous sommes dans un métier d'avenir. Et après 30 ans d'efforts et de recherche, Henri Bassi s'est forgé sa philosophie de la réussite. Si on appelle réussir le fait d'avoir travaillé 30 ans en se disant « je fais de mon métier mon hobby », oui, j'ai réussi. Si la réussite, c'est un gros compte en banque, je crois qu'il faudra peut-être encore attendre un petit peu.
Depuis son installation à Mons, le Mundaneum met régulièrement ses collections en valeur à travers des expositions de toutes sortes. Ce centre de documentation universelle, qui va ouvrir un musée l'été prochain, possède de véritables trésors. Ainsi, cette étonnante collection d'affiches promotionnelles du magazine américain le Saturday Evening Post. Isabelle Palmitessa. La guerre à peine finie, beaucoup d'Européens ont rêvé de cette Amérique dorée que les GI avaient apportée dans leur bagage. Une civilisation de travailleurs heureux, d'enfants épanouis, de familles installées dans de confortables bungalows, tous jouissant de loisirs que cette nouvelle société leur apportait. C'est cette image du rêve américain que portent en elle ces affiches promotionnelles du Saturday Evening Post. C'est une image que l'Amérique veut se donner à elle-même, d'elle-même, au moment où elle commence à avoir peur des communistes, peur des Noirs. C'est pas une image de l'Amérique, c'est l'image d'une Amérique, l'Amérique conservatrice, l'Amérique des macartistes, l'Amérique qui a peur au tournant des années 40-50. La signature de Norman Rockwell retient l'attention du visiteur, mais elle est entourée d'autres grands noms de l'illustration américaine. Un exemple de plus de la richesse des collections du Mundaneum. Alors le Mundaneum a une très très grande collection d'affiches, environ 20 000 affiches de tous les pays, de toutes les époques. Et parmi ces affiches, 206 affiches promotionnelles du Saturday Evening Post entre 1947 et 1953. Et on ne sait pas très bien comment ces affiches sont arrivées. En tout cas, ce sont des affiches qui ont été présentées à l'Adventure de librairie en Belgique. Et probablement qu'un vieux monsieur ou une vieille dame est allé en son temps, chaque semaine, récolter les affiches promotionnelles du Post et les a offertes au Mundaneum un jour. Et puis, les services médicaux des forces armées belges organisent aujourd'hui le premier rassemblement d'ambulances et de véhicules sanitaires. Une exposition à laquelle participent de nombreux collectionneurs privés, propriétaires de véhicules militaires, qui pour certains remontent à la Première Guerre mondiale. Baudouin Remy. L'organisation est militaire. En 5 semaines, ce sont 80 véhicules médicaux qui ont été rassemblés grâce à des passionnés. Nous avons organisé aujourd'hui notre premier défilé de véhicules sanitaires et d'ambulances historiques. Les ambulances, tout le monde les connaît, surtout celles de 1945. Question de véhicules sanitaires, ce sont des véhicules qui ont servi à transporter des blessés, mais qui ne sont naturellement pas équipés comme des réelles ambulances. Nous nous sommes joints à des clubs civils, parce que seuls eux possèdent ces véhicules, et nous espérons réaliser chaque année ce même genre d'événement. Voici l'intérieur d'une ambulance de la RAF. On y prodiguait des soins. Par contre, cet imposant véhicule sanitaire amphibie ne servait qu'au transport des blessés. La pièce la plus ancienne, c'est cette ambulance allemande qui date d'avant 14. Les Allemands, ils l'ont laissé à Datdizele, donc dans la Flandre occidentale, pas tellement loin de l'Isère. Et là, le véhicule a été utilisé quelques années par un fermier. Et là, je l'ai trouvé. Quand il avait abandonné les chevaux, donc, il a acheté un tracteur. Moi, j'ai acheté là le chariot. L'initiative de ce premier rassemblement permet de reconstituer enfin le patrimoine très dispersé des véhicules médicaux, surtout américains. Et pour les civils passionnés, l'occasion était très belle de s'intégrer et de défiler dans un contexte militaire. Ils ne voulaient pas rater l'occasion. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h30. Excellent après-midi à tous et merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Molière, Solvay et Rodin vous attendent pour 3 expositions phares à Charleroi. Et si vous aimez les monuments, châteaux et parcs, le Brabant flamand va certainement vous fasciner. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Car il faut des amis. Car il faut des amis pour être heureux dans la vie. Classe mannequin, Beverly Hills, génie en herbe, waouh! Le samedi à partir de 17h, c'est sur Boom sur la une. Et les gars, c'est notre fête aujourd'hui. Pédigripal vous souhaite un agréable moment. Des pâtes palmées. Pour qui et pourquoi?
Les pattes palmées, c'est prévu pour nager, bien sûr. Beaucoup d'oiseaux en ont, comme le pélican, ce qui ne l'empêche nullement de marcher ni de voler. Le manchot aussi a les pattes palmées, mais lui marche moins bien, ses pattes sont trop courtes pour ça. Il ne vole pas non plus, ses ailes sont devenues des nageoires. Lui, il a un bec de canard, mais il ne vole pas. L'ornithorynque n'est pas un oiseau, mais il nage beaucoup et dès lors, il a les pattes palmées. Comme l'ours blanc, qui n'a rien d'un oiseau. Ses pattes palmées en font un redoutable nageur. Une alimentation saine et équilibrée maintient la santé et la vitalité de votre chien. Voilà pourquoi Pédigrépal poursuit ses recherches au centre Waltham sur l'alimentation optimale du chien. Par conséquent, Pédigrépal est très digeste, complet et équilibré. Les chiens en bonne santé ont le flair pour détecter la qualité. Pas étonnant qu'ils adorent les succulents morceaux de viande Pédigrépal. Pédigrépal, développé avec des vétérinaires, recommandé par des éleveurs de champions.